Ouais, normalement, c'est bon, hein. Attends, parce que là, on voit ma gueule. Je le mets là. OK. Alors, femme de 30 ans qui vient parce que elle s'inquiète constamment depuis qu'elle est jeune. Elle est inquiète que quelqu'un meure dans un accident de voiture. Elle est inquiète que si elle est en retard au travail, on la vire. Vu qu'elle a maintenant des enfants, elle est inquiète qu'il leur arrive constamment des choses. Et à force de s'inquiéter de cette façon-là, il y a un moment où elle fait une attaque de panique Mmh. récemment, mais c'est pas le truc le Mmh. plus présent. Du coup, c'est quoi le diagnostic de cette patiente, vu ce que tu sais? Trouble anxieux généralisé, OK, succès permanent et que des fois il peut y voilà. avoir une Est-ce que ce diagnostic existe? oui, Non. bah, dans le CIM, il Il existe. existe dans le DSM. Il a été créé de toutes pièces pour que les psychiatres libéraux puissent coder quelque chose quand ils voyaient des patients qui considéraient avant comme névrosés. Et donc, dans 90% des cas, le diagnostic de TAG, eh ben, il est comorbide avec un autre trouble. Mmh. Et du coup, sur la hiérarchie de diagnostic, c'est ce qu'on diagnostique en dernier Mmh. quand on n'a rien d'autre. Et c'est ce qu'on traite en dernier quand le reste est traité correctement. On est d'accord? Ouais. Donc, c'est de la merde. Donc voilà, ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Trop panique, c'est un diagnostic assez solide, par contre, hein, mémoire, c'est pas déconnant, hein. C'est quoi le circuit neuronal qui est impliqué dans le fait de s'inquiéter, dans l'inquiétude, voire la rumination, au moins l'inquiétude qui est présent dans tout le spectre des troubles anxieux? Bah, si tu sais pas, Tu peux faire les propositions? si Je le tu vois sais si je pas, me rappelle pas. eh ben, il y a le circuit cortico-striato-thalamique. Mmh. Ça, c'est ça ou pas? Ça me parle, mais pas pour Ouais. ça, je Tu crois. sais pourquoi ça te parle? Parce qu'on l'a déjà revu. Ouais. Mmh. Pourquoi? Pour les TOC, on l'a vu. Et du coup, l'idée de la RTMS profonde avec une C'est bobine ça. H7, H7, ouais. on est d'accord? Pas la RTMS de base, parce que la RTMS de base sur la Y-box, tu gagnes éventuellement 2 points, alors que la RTMS profonde sur le TOC, bah, c'est beaucoup plus efficace. Ok. Donc, si tu envoies ton patient faire de la RTMS pour les TOC avec une RT, une bobine superficielle, entre guillemets, c'est une perte de temps et d'argent pour tout le monde, mais ça, c'est encore un autre débat. Est-ce que c'est donc, est-ce que c'est ce circuit-là? Ce circuit-là, le CSCT, on l'a vu aussi dans les mouvements, parce que ça fait partie du circuit qui est impliqué dans les mouvements et notamment la voie extrapyramidale. Est-ce que c'est des interactions entre l'amygdale et le cortex orbitofrontal, ou la substance périducale, ou le cortex singulaire antérieur, ou le cortex occipital, ou je sais pas quoi? Non, orbitofrontal, amygdale, moi ça parlait plus. Eh ben ouais, mais en fait, non. Il y a l'inquiétude et la peur. Ok. La peur, c'est La amygdale, peur, c'est amygdale, ouais, hein. et amygdale qui va être connectée à différentes structures cérébrales, Mmh. notamment la substance périaxducale pour les comportements d'épitement, notamment pour le cortex orbitofrontal pour la peur. Ouais. Ok. Après, l'inquiétude et le fait d'être un peu en boucle comme ça, bah, c'est le CSCT en fait. Mmh. C'est cortico-striato-thalamocortical. OK. D'où le fait que dans le TOC, bah, tu peux mettre des dopamines bloquants qui peuvent éventuellement aider un petit peu ça. D'où le fait que quand tu prends un peu des deux bloquants, bah, ça t'aide un peu sur l'angoisse. Alors ça, c'est plus compliqué parce que l'aldol sur l'angoisse, c'est pas forcément excellent. Le problème, c'est que les doses de dopamine qu'il faut bloquer dans ce circuit pour être éventuellement très peu anxiolytique, elles sont légères. OK. Et là, L'aldol, la ça tape tolérance, trop. elle est excellente. Ouais. Et du coup, l'aldol, en fait, c'est des doses de dingo où Mmh. tu as des saturations en termes d'antagonisme qui sont extrêmes. Donc, en fait, non. Donc, c'est ça. La substance périaqueducale, c'est pas loin de là où il y a les corps mammillaires. Et ça, c'est ce qui brûle quand tu fais un cahier verniqué. C'est le sevrage d'alcool. OK. T'as pas de vitamine B1 là-bas, on le refera. Ouais. On le refera. L'alcool, c'est pas bon. Alors, question sur. Putain, faut que j'arrête de dire alors. Fais chier. Donc, euh, c'est une patiente, elle a 20 ans. Elle a fait de la TCC bien faite, 12 séances manualisées, nickel. Ça n'a pas marché. On a mis la sertraline,
Ça n'a pas marché. On a mis la fluoxétine et là, c'était pire. Elle dormait encore moins bien OK. et elle était encore plus anxieuse. Et donc là, ça va plus, il va falloir faire quelque chose. Et là, il y a le praticien qui lui prescrit de la quétiapine LP, pas LI, Mmh. LP, 50 milligrammes par jour. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que ça marche, la quétiapine, dans les troubles anxieux généralisés? Mmh, c'est pas d'après indication, Non, mais est-ce que ça marche? en moyenne, non. Si, Bah, ça marche sur le sommeil, ça marche sur un peu l'angoisse sur parce que c'est les l'anxiété, 2 ça marche bloquants. de ouf aussi. Ouais, bah, oui, mais Sur pas l'anxiété, ça marche de ouf. là, c'est un trouble anxieux Ouais, généralisé. trouble anxieux généralisé. Et ben sur le trouble anxieux généralisé, ça marche de ouf. D'accord. En fait, on ne s'en sert pas, ça n'a pas l'AMM, pas parce que ça marche pas. C'est que ça a pas été étudié, Si, il y a plein d'études. pas, validé en France. Ça n'a pas été donné. En fait, l'AMM aux États-Unis, c'est pas très différent de l'AMM en France. Tu vois, Mmh. quand les études sont faites aux États-Unis, bah, la NSM, etc., ils disent bon, ben, on va faire pareil. Tu vois, c'est pour ça qu'à mon avis, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais c'est un autre sujet. Et en fait, la quétiapine, l'AMM n'a pas été donnée parce qu'ils avaient peur que les médecins libéraux et médecins généralistes en donnent à tout va, parce que ben, ça marche de dingue. Mmh. Et du coup, après, se retrouver à gérer des diabètes de tous les côtés. Mmh. Donc en fait, dans cette info, il y a deux trucs. Il y a un, la quétiapine, ça marche Mmh. sur les troubles anxieux généralisés. Donc c'est des dosages plus faibles, Et c'est en LP? 50, 150. Et en LP, pas parce que le LP marche mieux que le LI, mais qu'à ce moment-là, le labo, il avait déjà rincé la forme LI et du coup, ils ont utilisé les formes LP. Et après, il y a l'idée de oui, effectivement, si tu en as un peu plus dans le sang la journée, mais ça n'est pas toujours le cas du tout. Mmh. Mais c'est ça qui fait que c'est du LP, hein. C'est pas Mmh. juste parce que c'est mieux que le LI. Donc, tu as l'info que ça marche. Tu as l'info que les autorisations de mise sur le marché ne sont pas forcément uniquement en question de l'efficacité. Mmh. Il y a aussi un milieu culturo-social, financier qui fait qu'on va accorder tel ou tel AMM. Donc ça, c'est intéressant parce que les gens n'ont pas forcément ça en tête. Et il y a le fait que l- les autorités de santé, parfois, ne font pas forcément confiance aux praticiens pour pratiquer de la meilleure façon. Tu vois? Parce que c'est une chose de dire, on dit que ça marche, mais on surveille. C'en est une autre de dire, on va refuser l'indication parce que c'est tellement, les gars, ils sauront tellement pas quoi foutre qu'ils vont en fait à tous les coups en foutre à tous les coins de rue et on saura pas gérer. D'accord, mais pour moi, là, il y a eu que des ISRS d'essayer et du coup, de ce que j'en avais moi en tête, il fallait essayer une autre classe, à dosage efficace Eh ben non, en avant de fait. faire la kédia. Alors, tu Mais fais pas la Ketia parce que tu fais pas en première intention, mais après, toujours pareil, tu fais un ISRS, tu fais un deuxième ISRS. puis un RSNA, Non, ça pour c'est notre ici. pour un trouble anxieux généralisé, c'est pas forcément un IRSNA. En fait, le truc, c'est que pour le trouble anxieux généralisé, c'est un diagnostic, personne n'est d'accord. Il y a des gens qui vont trouver d'autres trucs. D'avoir un trouble anxieux généralisé seul, ça n'est présent que dans 10% des cas. Mmh. Et en moyenne, moi, je trouve que les comorbidités qui sont à côté vont diriger la prise en charge Oui, oui, pharmaco oui, plus oui. que le trouble en soi. Donc, Mmh. les critères d'algorithme sur la pharmaco du GAD, là, moi, ça me paraît un peu fumeux. Mais il faut avoir en tête que voilà, la kétiapine, ça peut marcher. Ça peut marcher, un, parce que dans le GAD, il y a dans les critères DSM-5 qui sont à se foutre en l'air, hein, mais Mmh. il y a des problématiques d'insomnie et de tension musculaire. C'est un anticholinergique majeur, la kétia, sédatif de façon majeure. Mmh. Et quand tu fais une RCT, les gens qui ont un GAD, souvent, il y a des espèces d'hypersensitivité sur les plans des sensations sensorielles, etc., interoceptives, ce que tu veux. Et en fait, la RCT, c'est particulier. Il y a une chance sur deux que vous ayez du placebo. Donc, Mmh. toi, si tu te rends compte que tu as un médoc, tu as l'effet placebo. Et l'effet placebo dans le GAD, il est énorme. Mmh. Donc, en fait, les études de la kétiapine, là, ça marche, mais ça ne peut difficilement faire autre chose que marcher. Donc, on peut s'en servir, c'est quand c'est résistant à tout le reste et les effets métabotropes sont les mêmes malgré les doses. Ça, on l'a vu, hein. Mmh. 100 mg de quetiapine, tu peux te faire ton diabète, tu peux prendre 10 kilos, il n'y Ah a oui, 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 aucun oui. souci. Ouais. Il n'y a aucun souci. Et du coup, voilà, il y a rien de très nouveau. Alors, en fait, la quétiapine, c'est métabolisé en norkétiapine, Mmh. en désméthylkétiapine, sauf erreur, et désalkylkétiapine. Ça ne change pas grand-chose. Et en OK. fait, c'est un noradrénergique. C'est un antidépresseur noradrénergique. Il a une composante noradrénergique. Et bah, c'est aussi ça qui peut expliquer quoi. Ok.
Donc, voilà. Alors, un vétéran qui a un PTSD est d'accord pour commencer une pharmacothérapie et il a des problématiques d'anxiété et d'hypervigilance. Mhm. Qu'est-ce que tu mets en première attention chez quelqu'un qui a un PTSD sans regarder les réponses? Ben ouais, moi j'aurais pas dit ça. Ouais, tu fais quoi comme Mais classe? ISRS, par contre? Ouais, faut qu'on dise IRS en fait. C'est une inhibition de la capture de la sérotonine. Ça n'est pas spécifique du tout sur la sérotonine. Je sais pas Un, c'est qui. parce que bah, il y a d'autres recaptures Mhm. qui vont être faites. Et puis deux, parce qu'en fait, il n'y a pas de sélectivité tout court. Dans les vésicules, tu as des monoamines différentes. Ouais. Et même sur le plan neuronal, la sélectivité, elle est créée par le labo, en fait, hein. C'est les labos qui ont dit, on appelle ça sélectif, parce qu'il y avait les tricycliques qui marchaient de dingue. Il y Mhm. avait les IMEO qui marchaient de dingue, mais la tolérance n'était pas bonne. Et du coup, ils ont dit, on va faire un truc qui est plus sélectif, avec moins d'effets secondaires. Donc ça marche tellement peu que, sur l'humeur en tout cas, tu as Mhm. besoin d'études pour voir que ça marche. C'est cliniquement pas pertinent. Mais un des avantages premiers, c'est mieux toléré. Donc ils ont dit c'est sélectif. Mais Ok. en fait, en vrai, c'est inhibiteur de la capture de la sérotonine. Et puis ça peut faire d'autres trucs en même temps, hein. Mhm. Donc c'est d'abord des IRS, Mhm. d'accord? Et dans les IRS, la question c'est lequel tu mets. Mhm. Du coup, bah, lequel a la MM, la FDA approved, approval, et ben c'est la paroxétine et la sertraline. Oui, c'est ça, j'ai besoin Donc, de ça. paroxétine, c'est poubelle pour moi. Mhm. Je pense que Mhm. c'est aussi simple que ça. En plus, c'est GlaxoSmith là, et c'est GSK, GlaxoSmith, et ils ont falsifié des résultats sur les études qu'ils ont publiées. Il y a une partie effets secondaires qu'ils ont un petit peu modifié, voire passé un peu sous Mhm. silence. Et en fait, c'est pas que GSK, ça, t'as tous les labos qui, quand ils sortent, parce que t'en avais parlé, Mhm. ils trichent un peu, ils payent des millions, mais vu qu'ils font des milliards, ça change pas grand-chose. Donc la paroxétine, c'est un Vioc qui a eu les AMM et qui reste encore dans les guidelines parce que ça a l'AMM. Ok? Parce qu'il y a deux types de guidelines. La guideline, on réfléchit ensemble et on dit qu'il faut mettre ça, Mhm. quels que soient les AMM, les machins, Mhm. les trucs. Ouais. Et il y a la guideline, on réfléchit ensemble, on regarde ce qu'il y a à l'AMM et on s'adapte. Ouais. Ça, c'est surréaliste. On en a déjà parlé. Mhm. Ça, c'est poubelle. Mhm. Donc, la recommandation de l'insomnie pour Mhm. poubelle. Tu vois, tu peux ne pas lire le papier, y a pas de souci. Les benzos dans le PTSD, C'est pire. bah, c'est pas clair. C'est pas si clair que ça. C'est un peu le problème. Probablement que les benzos, c'est pas très bon sur le long terme, mais est-ce que ça va aggraver le PTSD? C'est pas si clair que ça en termes de données. Est-ce que ça va diminuer l'efficacité de la thérapie? Probablement. Est-ce que ça a plein d'autres soucis? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut sauter dessus quand quelqu'un a des benzos et un PTSD? C'est plus nuancé. À mon avis, c'est plus nuancé. Il faut partir du moment où tu en mets pas. Bah, ouais, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est de pas en avoir. Si tu en as, est-ce qu'il faut arrêter d'un coup? Parce qu'on a aussi des patients Mhm. qu'on a vus aux urgences. Le médecin m'a arrêté Oui. mon Xanax Oui, parce oui, qu'il a bon, vu que ça c'était reste là, mais contre-indiqué. C'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Est-ce que tu vois ce que c'est la décyclocérine? non. Eh ben, c'est un agoniste partiel au récepteur NMDA, figure-toi. C'est quoi le récepteur NMDA? On les a pas fait ça. Mhm. Eh ben, ça va ça pourrait peut-être aider pour faciliter l'extinction de la peur, mais ça marche pas ouf. D'accord. Ouais, c'est pas ouf, ouf. C'est un peu le problème de ces molécules, c'est que c'est toujours le même schéma en fait. Tu as un type qui essaye un truc, ça marche de dingue, et puis après quand il faut reproduire le résultat, bah, ça marche un peu moins bien. Ouais. Donc malheureusement, on n'y est pas. Là, c'est sur la LDMA. Alors, je sais pas si tu vois comment ça marche, la LDMA. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu vois? Pas trop. C'est de la... Dans MDMA, ça veut dire, Médecine. c'est méthylène, Ouais. dioxy, méthamphétamine. Ok. Ok. La méthamphéte, on s'en sert dans le... De TDAH. Non, on sert des amphètes Les dans le amphètes. TDAH. Ok. La méthamphéte, on s'en sert pas parce que c'est beaucoup trop puissant. Ok. Ok. En fait, les amphètes dans le TDAH, ça se différencie du méthylphénidate parce que le méthylphénidate va bloquer de façon allostérique la date et la net. Ouais.
donc de façon allostérique, C'est-à-dire qu'il c'est-à-dire se met à qu'il va, côté? il se met à côté, il se met Ouais, pas là où il y a le substrat. Le ouais. substrat de la date, c'est là. Vas-y, Le substrat de la date? vas-y. Quand tu as fait le substrat, vas-y. Bah, qu'est-ce que ça va faire la date? Eh Ça veut ben dire quoi ça date? c'est, dopamine, transporteur, Transporteur, et du coup voilà. ça fait quoi? Bah, ça recapture la dopamine. Et elle est où la dopamine? Elle est, extra-neuronale, enfin Et dans le pas liquide, dans la dans synapse, la synapse, voilà, d'accord? Et ça va remonter dans le neurone dans le présynaptique. neurone Ok. Donc en présynaptique. fait, la dopamine, elle se lie à un endroit, à ce transporteur, et elle va remonter. Oui, Ok. oui, Quand on dit que c'est un inhibiteur allostérique, on dit que c'est allostérique parce que ça va pas se lier à l'endroit où la dopamine s'en sert. Ok. ça se met sur le côté. Ça se met à côté, à Voilà, un c'est autre ça. endroit, Oui. d'accord? Et ça fait ça sur la date et sur la net qui recapture La noradrénaline. la noradrénaline. Oui, Ok. Ça, c'est oui, la ritaline de méthylphénate. OK. Nous, on n'a que ça en France. Dans d'autres pays, ils ont l'amphétamine qui Mmh. va faire ça, mais d'une autre, plus fort en fait, plus costaud, parce que c'est pas une inhibition allostérique, c'est une inhibition compétitive. Donc, elle va aller se foutre à la place de la dopamine ou de la noradrénaline et rentrer dans le neurone présynaptique. Donc Ok. être capturé à la Elle place va de être la noradré et ok. de la dopamine. Donc, elle se bat pour rentrer dans le neurone à la place de la noradrénaline ou de la dopamine. Ce qui fait que tu en as Ok. agavé, Ce qui fait que tu en as agavé, c'est qu'une fois que tu en as dans le neurone, et ben, le neurone, la, la méthamphétamine, les amphétamines d'ailleurs, vont rentrer dans les vésicules et elles Mmh. vont jarter toutes les monoamines qu'il y a dans les vésicules. Dont Ok. la dopamine, la noradré. Dont Mais pas que. la dopamine, la noradrénaline, mais pas forcément que ça. C'est un peu sérotonergique Ouais, aussi, c'est on est ça, d'accord. je veux dire. Et tu as une inhibition de la monoamine oxydase qui est présente parce que sinon, toutes ces monoamines dans le neurone présynaptique, eh ben, elles se feraient bouffer par la monoamine oxydase et ça ne marcherait pas. Donc tu as ça D'accord. aussi les Donc, amphètes. tu as un peu ça aussi dans les amphètes. Les amphètes, c'est quand même beaucoup plus costaud, hein. Ouais. Et une fois que tout ça est relargué, et ben boum, ça fait un truc qui est quand même plus sec. Ouais. Hein. Alors après, tu as un espèce de système de mécanisme de défense parce que trop de dopamine, c'est toxique. Donc s'il y a trop de dopamine dans le neurone présynaptique, là, et ben, le dopamine transporteur, il peut s'inverser. D'accord. Donc il les fait sortir au lieu de les faire rentrer. OK. Et en plus, il faut avoir l'idée en tête que tu vois, c'est pas une membrane, c'est un cercle, et puis il Mmh. y a un canal et ça bouge pas. En fait, Mmh. c'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. La cellule peut, si elle estime qu'il y a trop de récepteurs ou pas, faire des récepteurs dans la membrane, fermer des canaux, en créer d'autres. Et en fait, quand il y a ce genre de problématique de surplus dopaminergique, là, Un mode survie, quoi. eh ben, elle crée des canaux pour Mmh. que la dopamine sorte. OK. Ok. Donc en fait, c'est pas du tout le même Pour trip. tamponner, Bah, les ouais, c'est ça, pour essayer de dégager tout mmh. ça, parce que trop de dopamine, c'est toxique. Et les amphétamines, la méthamphétamine sur le plan cognitif, c'est catastrophique. C'est catastrophique. En fait, autant le TDAH sur les modèles animaux, où il n'y a pas longtemps, tu prends des singes, tu leur files de la Ritaline pendant l'équivalent, hop, ça va à peu près, Ouais. pas de signe de neurotoxicité, machin. Autant sur les amphètes, bah, tu peux pas tout à fait dire pareil, quoi. Donc, Donc plus impactant sur les le amphètes, cardiovasculaire ou pas? sur le plan cardiovasculaire, je sais pas, je crois un peu, ouais. Ouais. Je crois un peu. Donc, Mmh. Oui. c'est pas que c'est mauvais les amphètes, hein. On a des patients, honnêtement, moi je pense qu'il faudrait mieux qu'ils aient un peu d'amphètes, qu'ils soient moins impactés par cette problématique-là que de ne rien avoir, hein. Mais Mmh. voilà, c'est quand même un seuil au-dessus. Et la méthamphétamine, du coup, Et la c'est une méthamphétamine, c'est création encore, ouais, c'est synthétique pur, mmh. mais les amphètes aussi, hein, c'est Oui. synthétique pur. Et là, c'est la méthylène dioxyméthamphétamine, donc c'est encore autre chose. Et en fait, cette oxydation et cette méthylation, ça fait que ça fait ça sur la sérotonine principalement. Donc Donc en fait, la MDMA, ça va rentrer dans les neurones, ça va te faire un relargage de sérotonine OK. et ça te permet d'avoir des propriétés plus ou moins diverses. Est-ce que tu Et demandes dans en l'IMAO finalement? l'occurrence, t'as dit quoi? Est-ce que tu demandes à l'IMAO? Je te demande à l'IMAO, mais l'IMAO, c'est un triple inhibiteur en Oui, fait. c'est ça. Il y a les trois qui s'augmentent, alors que La MDMA? la MDMA, c'est principalement sérotoninergique. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est utilisé là en ce moment, la MDMA. Alors, de mémoire, c'est dans le PTSD, où en fait, c'est des psychodysleptiques. C'est un autre mécanisme que tout ce qu'on a jusque-là. D'accord. Et
il y a la FDA qui a balancé des breakthrough approval là, donc probablement que soit qu'on va être fixé sur ça en juin ou août 2024. En fait, sur le PTSD, ça marche de dingo. Ok. Ça marche de dingo et ça marche de dingo. Et en fait, sur les études qu'il y a, et là c'est essentiel, il y a 3 sessions avec le produit qui sont espacées, qui durent 2 heures, avec 2 psychothérapeutes. Deux. Deux, c'est pas pour un plan à 3, c'est que Ouais, il y en a un qui surveille l'autre. À 2, tu fais moins de ouais, trucs, hein. Et après, tu as 8 séances de thérapie. Et ça, sur le PTSD, ça marche de dingue. Hmm. Le problème, c'est que en France, on fait une demi-heure, ouais. Hmm. En France, comment est-ce que tu vas faire pour mettre ça en place? On n'arrive même pas à avoir de la TCC. Tu crois qu'on va avoir des psychothérapeutes qui vont nous faire un truc clinos? Il en faudra 2. Enfin, ok. Oui. Et se pose la question de comment est-ce qu'on va autoriser les gens à faire ce genre de thérapie. Et par exemple, à l'Oregon, dans l'Oregon, qui sont au taquet, j'espère qu'on entend hein, quand même, l'Oregon qui sont au taquet, la formation pour faire la thérapie MDMA, là, il y a moins d'heures là-dedans que pour devenir prof de yoga. Ok. Donc, autant l'efficacité du truc marche et n'est pas discutable, tu vois, quand tu le fais dans ces conditions-là, ça marche, autant est-ce que ça va être reproductible en pratique clinique, tu vois, en France, je sais pas. Enfin, je veux dire, nous, on attend encore la TCC, donc la psychothérapie MDMA assistée, là, je sais pas trop. Donc ça veut pas dire que le MDMA marche sur PTSD, hein, c'est Hmm. la thérapie assistée par la MDMA. Alors il y a des gens qui disent, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est pas de la MDMA assistée par la thérapie? La question se pose. Et quand tu tripes sous MDMA, et bah, ça fait des trucs pas forcément hallucinatoires. Enfin, c'est hallucinatoire, mais c'est pas du tout la même connotation que quand tu fais des éléments délirants, de C'est schizophrénie, ou plus etc. hypomaniaque. C'est même pas hypomane, c'est Même vraiment pas. des altérations sensorielles, que ce soit sur le plan des 5 sens primaires ou sur le plan du temps ou sur le plan de machin. Donc c'est vraiment. Induit par un excès sérotoninergique alors. Ouais. En Ok. gros, en gros, en gros. Alors, MDMA, t'as sérotonine Pas plus que ça, les évidemment. autres, Oui. mais voilà, et t'as la psilocybine, où la psilocybine, elle rentre dans les neurones par le récepteur 5-HT2A. Mhm. Et si tu bloques le 5-HT2A, bah, tu peux pas rentrer. Donc, il y a des gens qui n'ont pas fait DIP, etc. Bon, ça, c'est encore compliqué. Mais donc, voilà. Donc, c'est le futur de la psychiatrie pour le moment. Et c'est bien parce que la MDMA, ça, la MDMA, on n'a plus, c'est dans les psychodysleptiques, là, il n'y a pas de fric à se faire Mhm. normalement. Donc, on pourrait se dire que c'est une étude qui est biaisée, qui est pas biaisée ou biaisée. Le problème, c'est que quand tu prends de la MDMA et que tu en as déjà pris, tu sais que c'est ça. Mhm. Donc le placebo, il est brisé. Mhm. Et que ces études-là, elles ont vachement servi parce que grâce à ça, ils ont, dans les RCT, dans les études randomisées, mis l'étape, est-ce que vous avez, à votre avis, eu le traitement ou le placebo? Et comme ça, tu vois si Mhm. l'aveugle est respecté. Et Mhm. du coup, si à l'époque, ils avaient fait ça sur la kétiapine, par exemple, bah non. Hein, je veux dire, je pense que même le médecin, en fait, il Voit. sait si c'est de la kétiapine 50, tu vois, si tu vas voir les gens le matin. Mhm. Ça, c'est pas écrit dans l'étude, personne ne Ouais. sait. Je vais voir les gens le matin à 9 heures, tu sais qu'il n'a pas eu que du sucre la veille. Hein. Ouais, je crois qu'elle est bien celle-là. 30 ans, tu lui mets un IRS pour un tag, Mhm. ok, n'importe lequel, Mhm. et il est en rémission. Mais sur le plan sexuel, ça ne marche pas. Mhm. Et du coup, là, les propositions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a même pas besoin des propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est en rémission, donc il veut garder le médoc, il est Ouais. tranquille. Un switch est trop risqué. Bah, ouais, alors c'est pas dit que ça marche vraiment parce que c'est pas possible que ça fasse partie un peu quand même du cœur Mhm. du mécanisme d'action. L'émission, on sait pas s'il a eu la TCC après ou pendant. On sait pas tout ça, quoi. Non, voilà. Et lui, il s'en fout. Il est en Il s'en rémission, il est fout, il bien. en réussit. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, baisser le dosage, je pense que ça servirait à pas Bon, grand-chose et c'est trop on risqué. on va dire qu'il est au dosage minimal efficace parce que c'est nécessaire. On va dire que c'est bien fait. Tu vois, mission, hop. Franchement. Ouais. Bah, nous, il y a un truc qu'on prescrit. Bah, C'est un le homme. Tadafil. Tada. Tadalafil. Ok, quoi comme classe? Ana-
Un alpha. agoniste? Alpha, non, pas du tout. Non. Sandy Peter, Ok. de la phosphodiestérase de type 5. Ah, j'étais Ok. loin. Ouais, t'étais loin. Mhm. C'est le type 5, c'est pas le type 6, ça a son importance. Et ça fait qu'il va y avoir une augmentation du GMP cyclique qui est vasodilatateur, grosso modo. Et donc les artères, les artérioles dans le pénis se dilatent. Ça marche aussi chez les femmes. C'est à prendre tous les jours, c'est le LP, c'est fameux. Ouais, c'est celui-là pour prendre le matin. Donc il y a le Viagra pour le prendre à jeun, 2 heures avant les rapports, et la durée de vie est minable. Versus tu prends le matin tous les jours et tu vois ce qui se passe. Donc c'est hors AMM, néanmoins, il y a des patients qui maintiennent leur traitement grâce à ça, donc il n'y a pas de doute sur le fait que ça peut marcher. Tu peux faire des pauses où tu le prends pas, tu vois, si tu as des rapports sexuels que le week-end, tu peux faire des pauses. Avec quoi tu pourras pas faire ça? Paroxétine. Clairement. Et quel autre IRSNA? Ah ouais, genre la vaccine. Vaccine, ok. Avec quoi tu pourras pas faire ça? Parce que ça ne marchera pas. De faire une pause de 24 heures, ça a peu de chance de marcher. Voilà, Fluox, vu que c'est Parfait, un temps parce long. que la demi-vie, ouais. C'est quoi la demi-vie de la Fluox? C'est 8. 8 pour la Fluox. Et est-ce Oui. qu'il y a un métabolite actif? Oui, c'est A-fluoxétine, transformé en B par le sucrome 2D6. 2D6, Donc, ouais. norfluoxétine, on a enlevé un groupement méthyle. Et du coup, la norfluoxétine, ça a un effet antidépresseur sérotoninergique pareil. Oui. Et la demi-vie est de 14 jours. D'accord. La demi-vie d'une molécule, c'est jamais la demi-vie de la molécule, c'est la demi-vie du métabolite actif ou de la molécule qui a la longue. Et la paroxétine, c'est 2D6 aussi? Ouais, c'est le soucis. Mais la demi-vie est toute pourrie. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, fluoxétine, tu peux pas. Il y a quoi d'autre comme IRS, entre guillemets, que tu peux pas faire, avec lequel tu peux pas faire ça? Sartine aussi? Non, Non? non. Ah, J'aurais pas pensé. le. Si tu penses, t'es une machine. L'escitalopram? Non, Ah non. Alors. la vortioxétine. Ah ouais, Intélix? Parce que Pourquoi? la demi-vie aussi est quand même suffisamment Elle est longue. élevée pour que ça marche pas forcément Ah oui. mieux. Peut-être que la fonction sexuelle est moins impactée sous Brintellix. Il y a moins de retours en tout cas. Quoi? Il y a moins de retours Il y a moins de au retours quotidien parce que nous, on s'en sert moins, aussi. mais c'est pas impossible que ce soit moins présent. Donc, tu peux faire une pause, tu peux faire l'inhibiteur de la phosphodiesterase de type A, tu peux faire du bupropion ou pas? Tu me l'avais déjà dit, donc je pense que oui. Non, tu peux pas. Ah ouais, tu peux pas? Non, en fait, le bupropion, il y a. Ouais. Tu peux pas, et ils se sont fait taper dessus, le labo, parce qu'ils ont un Quelle peu. classe, les jeux. Le bupropion, c'est un inhibiteur de la capture de la noradré et de la dopamine. Ok. En fait, le bupropion, c'est pourquoi est-ce que la France déconne en termes de prise en charge, et tu peux commencer le bupropion. C'est celui qui fait le moins grossir, celui qui entraîne le moins de libido, c'est celui qui est moins impacté par la présence de marqueurs inflammatoires. Tu vois, un IRS, quand il y a de l'inflammation systémique, ça marche moins bien. Le bupropion, ça marche peut-être un peu mieux. C'est celui qui est moins associé à de l'anédonie, tu vois, ou un émoussement affectif qui persiste malgré la résolution des autres symptômes. Enfin, c'est juste mieux, quoi. Moins associé à de la prise de poids, enfin, voire tempérer un peu. Ok. Et en fait, le labo avait poussé un peu tout le monde pour qu'il y ait des études qui sortent sur le bupropion en tant qu'adjuvant pour des problématiques de fonction sexuelle sous IRS. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Et en fait, c'est un groupe, je crois, en Égypte ou en Iran qui a sorti des études un peu de tous les côtés, 3 fois de suite. Et en fait, non, les études sont fausses, et 2, le labo s'est fait taper dessus. Donc ça ne marche pas. Il y a des personnes qui ont dit qu'en fait, le bupropion, c'est noradrénergique. Il y a une inhibition de la capture de la noradré, donc il y aura plus de noradré. Donc ça va augmenter les problématiques anxieuses des patients. Ça, c'est un bon exemple de théorie qui ne marche pas. Donc non, ça, c'est pas vrai. Quand tu vois ça, c'est pas vrai. Et là, avant la vaccine, ça peut marcher dans les troubles anxieux. Ok. Et donc, en fait, la solution qu'ils proposent, c'est de mettre de la buspirone. Alors, je sais que ça va pas te plaire parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, mais moi, je trouve que ça diminue la tolérance, la buspirone, éventuellement, mais ça m'a toujours pas vraiment aidé. Donc, on le fait, hein. Mais c'est vrai que Buspirone, le nom commercial c'est le déjà? Buspar. Buspar, ouais. C'est Moi vrai que aussi, j'ai jamais. t'es pas convaincu. Clara est convaincue de l'inverse. Bon, bon, c'est comme ça. Et ben, c'est la dernière là. Trouble panique 30 ans. C'est quoi la première intention dans le trouble panique? IRS. IRS. Est-ce qu'il y a une autre option?
Bah, déjà, celle-là, c'est pas Eh ben, il y a la question de est-ce que tu mets pas une benzo? Et là, c'est le souci. Là, c'est le souci parce que oui, tu peux mettre une benzo. mmh, Euh, en fait, le Xanax, c'est la plus vieille benzo. Enfin, c'est pas la plus vieille benzo, mais j'ai c'est pas la les benzo où données. le labo était le plus actif dessus. Mmh, Et par exemple, le Xanax sur la dépression, tu as une douzaine de RCT sur la dépression où ça marche. Ok. OK. Donc ça, c'est une Xanax. Mais est-ce que de forcer à tout prix un IRS chez une patiente qui supporte pas les IRS, quelle que soit la raison, et de jamais essayer le Xanax, c'est evidence-based? Non, tu vois, non, c'est pas le cas. Et du coup là, est-ce que sur la pop générale de commencer par un IRS dans le trouble panique, oui. Est-ce que Mmh. ça veut dire qu'il faut jamais mettre de benzo ou diaboliser un peu le machin? Eh ben, c'est plus nuancé. Il y a des patients, on en a vu, Ah oui, on a oui, fait oui. l'expérience de patients où on teste des trucs parfois honnêtement beaucoup plus funk qu'une benzo, et en fait, tu mets un peu de Rivotril et tu as la paix sur Mmh, mmh, terre. mmh, mmh, mmh. Et les papiers, et la science est en accord avec ça. Donc moi, quand j'étais interne, on me disait jamais de benzo. Mmh. C'est pas si clair. Moi, si un jour, honnêtement, je fais un trouble panique, bah, je préfère que tu mettes une benzo que du Zyprexa, tu vois. Après, en moyenne, c'est ce qu'on fait. Oui, On oui, met c'est en ce qu'on si fait, oui, c'est ce qu'on besoin, fait, mais on met en si besoin et non c'est ce systématique, on qu'on ne faisait fait. pas. Et après, les patients, bah, la benzo marche, la benzo Mmh. n'est pas addictive, la Mmh. dose reste la même, il n'y a pas d'échappement, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de risque, il Mésusage, n'y a ouais. pas de mésusage, il n'y a pas ce que tu veux. Et du Mmh. coup, je pense que on est passé d'un extrême à l'autre là. Et en fait, enfin, le savoir médical est plutôt sur un truc nuancé, comme c'est à peu près toujours le cas, tu vois. Oui. Donc, il y a des études, par exemple, avec les benzos et la schizophrénie, où de façon statistique, tu associes la schizophrénie à 4 fois plus de décès lors des premiers épisodes si jamais tu leur prescris des benzos aussi. Mmh. Et donc là, soit c'est que on est en train de tuer les patients atteints de cette maladie à vitesse grand V, soit ben, il y a peut-être des facteurs confondants qui font que, vu qu'il était plus grave, il a eu des pinceaux, Mmh. alors que Mmh. ce genre de signal, il faut les prendre avec précaution. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout par la fenêtre en disant c'est pas une RCT. Il y a peut-être une association, mais jusque-là, c'est prudence et de mise. Enfin, c'est une étude qui t'apporte rien. Mmh. Tu mets des pinceaux que si tu peux pas faire Ouais, autrement. c'est ça. Mais je pense que nous, clairement, on a fait perdre du temps à des patients Ouais. en mettant le Rivotril au dernier moment. Je veux dire, très clairement. Il y a des temps qu'on a perdu des mois. C'est sûr. Entre une benzo et du Risperdal faible dose, Oui, non, moi, bravo. moi j'ai choisi, hein. Mmh. Donc voilà.